Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième cours qui sera cette fois dédié au confort acoustique. Le premier cours a porté sur le confort thermique. Aujourd'hui, on est tous là pour parler de l'acoustique, mais l'acoustique appliquée au bâtiment. Donc ce cours se structure selon 6 parties. Je vais vous présenter d'abord des études qui montrent l'importance du bruit. On a essayé de quantifier toute la nuisance qu'apporte le bruit en termes de termes pécuniaires. Ensuite, je vais vous montrer des exemples de ce que font les acousticiens comme étude acoustique. On va voir une approche physique, là on va rentrer dans le vif du sujet, et on va aborder deux notions centrales dans l'acoustique. Donc l'absorption acoustique, donc c'est avec un B, c'est pas avec la machine d'absorption, donc l'absorption acoustique, et ensuite l'isolation acoustique. Et on va finir par la propagation, comment se propage le son à l'extérieur. On va commencer par les études sur le bruit. Donc la première étude nous vient de Suisse, donc la ville de Lucerne. Donc on a questionné pas mal on avait un échantillon de personnes qui travaillent dans des bureaux et on leur a posé la question, c'est quoi le facteur le plus nuisible pour vous quand vous travaillez? Et c'est évidemment le bruit qui vient en premier lieu. Donc avec plus de 50% de personnes interrogées qui ont élu le bruit comme facteur principal, bien loin du confort thermique. Là par exemple, sur une température basse ou une température haute, là on dépasse carrément les 50%. Une deuxième étude nous vient des États-Unis, de la côte californienne, et qui montre qu'on a fait subir à un échantillon de personnes un bruit de 35 dBA, et on leur a demandé de trouver des fautes d'orthographe. 90% des fautes d'orthographe ont été trouvées dans un bruit à 35 dBA, contre 80% des fautes d'orthographe dans un bruit à 70 dBA. Par contre, quand on leur demande de trouver des fautes de logique, dans une exposition à un bruit de 35 dBA, seulement 72% ont été trouvés, et encore avec un bruit à 70 dBA, seulement 36% des fautes ont été trouvées, des fautes de logique. La dernière étude, c'est l'étude qui est la plus importante, elle a été réalisée par le groupe Ernst & Young, donc c'est l'un des cabinets d'audit financier et de conseil le plus grand du monde. Elle a été aussi financée par l'ADEME et le Conseil national des barreaux. Et là, en fait, quantifier les pertes dues au bruit en termes pécuniaires. 57 milliards d'euros par an. Donc on a 20 milliards d'euros par an qui sont dus à des pertes de valeur immobilière pour les bâtiments, des pertes de productivité au sein d'entreprises. On a 6 milliards d'euros par an dus à des décrochements scolaires. Ici, on a aussi tout ce qui est tapage nocturne, le bruit du voisinage, évalué à 11 milliards d'euros par an. Et finalement 19 milliards d'euros dus à des problèmes de travail, des accidents de travail, notamment la surdité professionnelle. Donc on voit que le bruit, c'est quand même un facteur important à prendre en compte. Et là on va voir justement comment font les acousticiens pour faire qu'on habite dans des bâtiments meilleurs d'un point de vue acoustique. La première étude nous montre que les acousticiens peuvent interagir déjà avec les urbanistes, donc ils interviennent déjà au niveau urbain. Et on peut voir que ici, les acousticiens ont participé à l'élaboration de la forme de l'îlot. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est que les acousticiens, plutôt que de conseiller un franc bâti qui va faire une sorte d'isolation par rapport à cette voie, c'est une autoroute ici, et plutôt que de créer carrément une sorte de franc bâti et d'empêcher le bruit de pénétrer au cœur d'îlot, là on a carrément préféré l'inverse, créer une petite brèche et laisser pénétrer un peu de bruit. Est-ce qu'à votre avis, vous avez une petite idée sur le pourquoi de ça? Pour faire un fond sonore. Voilà, c'est pour créer en fait le cœur d'îlot, il sera dédié à un espace de jeu d'enfants. Donc il y aura des toboggans, il y aura pas mal d'aires de jeu. Donc pour camoufler le bruit engendré par les enfants, on va laisser pénétrer un peu de bruit de fond. Et aussi il y a tous les balcons qui donnent sur ce cœur d'îlot. Donc des fois il y a les apéros qui se prolongent à 22h, à 23h. Pour camoufler ce bruit et ne pas créer un calme où le moins de bruit dérangera les voisins, on va laisser pénétrer un peu de bruit et ainsi camoufler les bruits engendrés. La deuxième étude, c'est une étude assez intéressante, c'est le cas d'un lycée. Là, on va traiter deux phénomènes complètement distincts. D'abord, le phénomène d'isolation, donc l'isolation acoustique, puis le phénomène de correction acoustique. On verra plus loin que c'est deux phénomènes qui n'ont rien à voir. Donc d'abord, ce qu'on peut voir sur la perspective qui a été fournie par l'architecte, c'est une belle perspective. Elle montre que voilà, c'est un peu désert, il y a
lycée qui se dresse ici, il y a la voie, il n'y a aucune voiture, mais en fait, en réalité, cette voie elle est très très fréquentée. Il y a un bruit assez important. Et l'un des points architecturaux, c'est de faire de la ventilation naturelle. C'était de ne pas passer par une ventilation mécanique et de carrément faire un renouvellement d'air par l'air naturel. Le problème, c'est qu'ouvrir des fenêtres sur une voie bruyante, ça va faire qu'il y aura une sorte de vacarme à l'intérieur et l'attention des étudiants sera pas baissée. Du coup, ce qu'on va faire, on a demandé à un bureau d'acousticien justement de rectifier ce point-là et de faire une correction, une isolation acoustique. Et tout ce qu'ils ont proposé, c'est carrément de créer une sorte d'espace intermédiaire, une sorte de chicane, plutôt que de s'ouvrir face à l'extérieur. On va faire rentrer l'air dans une chicane comme ceci, et ça va venir taper sur un matériau qui est hyper absorbant. Et avec la modélisation, on peut voir qu'on est parvenu à atténuer le bruit de 9 dBA. On verra justement après la notion de dBA, et là c'est justement pour voir qu'on est passé on va peut-être passer de 80 dBA à 70 dBA. Rien qu'en faisant passer l'air par cette chicane. Le deuxième phénomène, c'est ce qu'on appelle la correction acoustique. Donc ça, c'est au niveau de la réverbération. Donc c'est tout ce qui touche à l'intelligibilité de la voix. Donc je parle, le fait de bien m'entendre, c'est dû justement à la réverbération ici qui est assez contrôlée. Et donc, à votre avis, qu'est-ce qui fait que dans ce local, là où on travaille, vous arrivez à m'entendre assez bien? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une correction acoustique? Parce que ça rebondit. Oui, si ça rebondit, c'est le fait de réverbération. Donc c'est pas bien. Ça fait que peut-être qu'il y aura une altération de la formation que je vous envoie. Donc il faut qu'il y ait une absorption du son pour qu'il n'y ait pas cette réverbération. Le matériau qui absorbe. Ouais, c'est quoi le matériau qui absorbe ici? La plaque. Oui, voilà, exactement, le faux plafond. Donc si on voit le faux plafond, on voit des petits points, c'est pas du tout esthétique, c'est des perforations, c'est des micro-perforations, et ça absorbe le son. Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est que si vous avez déjà porté une plaque de plâtre qui sert au plafond, elle est assez légère. Elle a une densité assez légère, et en fait, c'est un bon isolant. Du coup, d'un point de vue phonique, c'est bien, mais d'un point de vue thermique, c'est pas bien. Est-ce que vous avez une idée pourquoi, d'un point de vue thermique, le faux plafond? Ah, Trop de pommes trop de ponts? thermiques? Non. Non. Ça plaint d'un Moi je vais tricher si je réponds. Ouais, on a des thermiciens ici. Ouais. Pourquoi le faux plafond est un bémol pour les thermiciens? C'est un excellent moyen pour l'acoustique, mais pour les thermiciens, c'est un frein. C'est un bémol, c'est pas bien. On casse quelque chose, on enlève quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon? C'est ce qu'elle disait par rapport au pont thermique, ça peut être continuité d'isolant. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Si j'enlève Il ne peut pas charger Il y a un dessus. plénum, il y a un plénum, oui. Et après le plénum, qu'est-ce qu'on voit? le plancher haut, la dalle. Ouais, la dalle. Et la dalle, elle est justement, en fait, la plupart des cas, en béton. Donc elle a une inertie. Donc quand je mets un faux plafond, j'ai plus accès à l'inertie. Parce que justement, on a dit que un faux plafond, c'est un bon isolant. Donc pour ce projet, justement, ils ont préféré ne pas avoir recours à un faux plafond, mais d'avoir plutôt des éléments linéaires et qui laisseraient passer l'air qui va venir chauffer en hiver. On va bénéficier de l'inertie pour chauffer cette dalle et restituer cette chaleur plus tard, ou bien carrément de stocker aussi la fraîcheur. Donc toute une étude a été faite sur comment optimiser la longueur de ces éléments-là qui flottent, qui soient d'un point de vue acoustique assez performant, mais aussi qui laissent accès à l'inertie. Voilà, donc la troisième étude, c'est un bureau, c'est des bureaux, ce qu'on appelle un bureau paysager. Donc tout le monde est amené à travailler comme ici, tout le monde est amené à travailler dans un open space. Et la problématique qui peut émerger, c'est justement le bruit engendré par les personnes qui y travaillent. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'ils ont simulé 2 sources sonores au point rouge, et on voit la propagation du bruit dans les bureaux. Et après, on est venu modéliser le même bureau, mais en rajoutant tout ce qui est absorbant. Donc ici, on a des éléments pareils qui ne font pas toute la surface du plancher. On a aussi ce qu'on peut appeler des petits murets qui ne font pas le cloisonnement, mais qui participent à l'absorption du son. Et on voit qu'on est arrivé à carrément baisser l'intensité sonore. Donc plus c'est bleu, plus c'est calme.
Donc vous voyez ici on est dans les bleus clairs, là on passe carrément à du bleu foncé, ici pareil, et c'est dû justement à ces éléments qu'on est venu rapporter par la suite. Alors ici, c'est justement, on a parlé du voisinage, et là c'est un centre commercial, et avec un centre commercial on avait pas mal de condenseurs, de ventilateurs qui étaient mis sur la toiture. Et juste à côté de ce centre commercial, on a deux grosses barres avec beaucoup d'habitants. En fait, on avait modélisé le bruit. Il y a des règles qui, si on installe une ventilation, enfin toute machine qui émet un bruit, il y a des règles qui régissent la pression acoustique. On verra aussi la différence entre puissance acoustique et pression acoustique. Et justement, on était hors la norme, enfin, en mettant toutes les machines ici. Donc le bureau acoustique a carrément pensé à l'architecte de prolonger la façade qui est là, c'est une sorte de pot, et de venir la prolonger et de venir, plutôt que de diriger le bruit, parce que le bruit on peut le diriger, plutôt que de diriger le bruit vers les unités d'habitation, lui créer un écran et de le renvoyer dans le sens inverse, là où il y a le moins d'habitants qui seront lésés. Ici, j'ai donné comme titre s'inspirer des savoirs antiques. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ici sur cette photo là? Là c'est un amphi grec, donc ça peut être aussi un amphi romain. C'est quoi la particularité? Donc on peut s'inspirer, c'est pas que les pyramides qui peuvent nous inspirer, on peut aussi s'inspirer des amphis grecs. On C'est voit un élément qui retient votre attention. des pièges à son dans les marches. Exactement. Ici on voit un vase en terre qui a été incrusté juste en dessous des gradins. Et justement, c'est comme a dit Manu, c'est un piège à son. C'est-à-dire à une fréquence donnée, parce que ça va dépendre de son volume, de sa taille, de la taille de l'ouverture. À certaines fréquences, on peut arriver à piéger le son et ainsi améliorer l'intelligibilité de la voix. Donc amoindrir la réverbération. Donc c'est un phénomène qu'on retrouve aussi dans les cathédrales, dans les églises. Ici, on est pas loin d'Avignon. On est à Avignon. Donc Adélie n'est pas là, c'est dommage, on pourra me faire visiter. Et donc là, c'est justement une église qui est caractérisée par la bonne sonorité en sens. Là, pareil, c'est une autre chapelle à Sainte-Blaise, pas loin de Paris. Donc là, on voit tous ces petits trous, c'est carrément des vases qui ont été incrustés dans le plafond. Alors, on va s'inspirer du passé pour carrément fabriquer la même chose. Et donc, on avait dit que justement, on va arriver à emprisonner quelques sons à des fréquences données. Et en venant jouer sur l'orifice ici et sur le volume, on va venir absorber des sons différents. Et comme ça, on peut carrément contrôler la réverbération dans une salle. Et je crois même qu'on peut même contrôler l'ouverture de ces orifices. Et ainsi, la salle peut s'adapter à soit un orchestre philharmonique, soit la musique classique. Alors là pareil, on avait réussi à modéliser un bureau d'études et on a rajouté ces éléments de 3 pour améliorer l'intelligibilité de la voix. Et je crois que c'est le même bureau, donc ici l'état initial, on voit que les petits points rouges, je crois que c'est un centre d'appel, donc tout le monde est en train de téléphoner en même temps, et tous les points rouges c'est justement les sources du bruit, tout le monde qui téléphone dans son bureau. Et on voit qu'on est, dans cette configuration, on est à l'orange, on est à 70 décibels comme bruit de fond. Donc les sources sonores, elles sont à 80, peut-être 85. Et le bruit de fond, il est à carrément 70. Donc on a fait appel à un bureau d'études acoustiques, et ce qu'il leur a proposé, pour ne pas tomber dans la logique du cloisonnement, de mettre en place ce qu'on appelle des baffles. Des baffles qui sont suspendus dans le plafond, qui vont absorber le son. Et là, on arrive à carrément baisser dans la zone jaune, ou voire même la zone verte. Donc on est ici, 62 décibels. Là, c'est un cas très intéressant. En fait, ce qu'on est venu, c'est un bâtiment qui était la façade était classée. Et on devait faire une réhabilitation thermique. Et comme la façade était classée, on ne pouvait ni faire une ITI, ni faire une ITE, enfin isolation par intérieur ou par extérieur. Du coup, ce que l'architecte a proposé, c'est carrément de faire une deuxième peau, complètement vitrée, pour laisser apparaître la façade historique. Mais une fois réalisé d'un point de vue thermique, c'était nickel, il n'y avait plus de déperdition, mais ça a carrément rendu les bureaux invivables d'un point de vue sonore. Est-ce que vous avez une idée pourquoi? Donc par exemple ici, ils ont fait une modélisation, ils ont mis une source de bruit ici, donc là on est au maximum, on est à 60 dBA, et on voit que le bruit c'est... Une caisse de résonance. Ça fait une caisse de résonance, ouais. En fait, plutôt que le bruit soit dispersé à l'extérieur,
En fait, il tape sur cette deuxième façade, il est renvoyé vers les bureaux qui soit adjacents, soit en dessous, soit en bas. Où là, pareil, tout le travail des acousticiens a été de venir créer des éléments qui vont absorber ce son et éviter cette transmission. Donc on voit tous ces éléments verts ici, les éléments rouges horizontaux, c'est là par exemple le vert c'est une paroi métallique perforée. On verra justement comment on fait l'absorption du son. Alors je continue, ici justement on peut faire de la modélisation du bruit, pas seulement avec des jolis plans avec des couleurs, mais alors ici, on est dans l'aéroport de Lyon, c'est une extension de l'aéroport de Lyon. Et le bureau d'études, on a voulu améliorer l'intelligibilité de la voix. Donc on va écouter la modélisation sonore. Est-ce que vous avez senti une transition? En fait, ça c'était justement la modélisation de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on a modélisé cet espace sans les baffles et avec les baffles. On voit justement toute l'importance des baffles. Les baffles, c'est quoi? C'est le. J'ai pas vu de différence. Hein. Ah bon? Le dernier. Ah bon, ça fait pas longtemps. Je peux remettre alors. Ouais, on remet un coup. On a un coup. Mais du coup, les baffles, c'est le faux plafond là. Ah oui, Ça, c'est le piège à son quoi. Non, c'est pas des pièges à son, c'est des absorbants. C'est ce qu'on appelle des poreux. C'est-à-dire que le son va rentrer dedans, il va carrément être réfléchi dans tous les sens, mais dans le sein, au sein du matériau. Ah, parce que le baffle, c'est. Pour moi, c'est une enceinte. Tu sais, des fois, tu peux avoir des. C'est pas un baffle, c'est une baffle. Des Avec baffles. un L. Donc je vais remettre. Une baffe, ça fait du bruit. Voilà, donc soyez attentifs. Donc la première version, il n'y a pas de baffle. Ouais, ok. Voilà. Sans baffle. Ah. Ouais, tu vois bien la différence. Ça, c'est que des simulations sur des logiciels. Ouais, sur des logiciels, c'est. Et le fond sonore, c'est le bruit qu'il y a réellement dans le. Qui aurait réellement, parce que c'est en D'accord. projet. D'accord. Parce que justement, ça coûte un peu cher. Et on a eu du mal à persuader l'architecte qu'on devait mettre des baffles. Lui, il voulait que tout soit en une seule couleur, monochrome, blanc, tout lisse. Et la meilleure manière de le persuader, c'était de lui montrer que voilà, si vous laissez ça comme ça, personne ne va rien comprendre, il y aura une sorte de soupe. Alors, ce qui a été fait, c'est que j'ai une deuxième modélisation sonore, c'est qu'on a voulu encore améliorer l'intelligibilité de la voix. Donc ce qu'on a écouté avant c'était avec les baffles, et en fait pour améliorer encore on voulait rajouter ce que j'ai dit tout à l'heure, des petits murets encore absorbants, mais là c'est pas passé parce que en fait, justement un espace d'un aéroport c'est justement il est caractérisé par la fluidité, mettre de petits éléments ici qui viendraient créer des petits obstacles pour les voyageurs, ça passe pas. Et du coup avec la qualité qu'on est arrivé à avoir avec seulement les baffles, ça a fait l'unanimité que ce soit l'architecte, soit le bureau d'acoustique. On est parvenu à une qualité qui était satisfaisante. Voilà, c'est le dernier cas. On va passer au vif du sujet. C'est quoi le son? Donc le son, on va voir que c'est une perturbation. C'est comme si on se retrouvait sur une rivière ou face à la surface d'un lac. Je prends une pierre, je la jette, ça va faire une perturbation et ça va créer une onde. Et cette onde, elle va se propager. Et comme j'ai la même quantité d'énergie, enfin l'énergie se conserve, comme à chaque fois, c'est un mouvement centrifuge, c'est-à-dire qu'il va partir d'un point et il va s'élargir d'une manière rayonnante. Du coup, comme l'énergie se conserve, donc j'aurai la même quantité d'énergie à dissiper ici, qu'ici. Plus la surface augmente, plus l'énergie, plus l'amplitude diminue. C'est comme la contrainte, j'applique une force sur une surface, plus la surface augmente, plus la contrainte va diminuer. Donc il faut retenir que voilà, le son c'est une vibration de l'air.
c'est les molécules de l'air qui vont vibrer. Là, voilà une petite vidéo. Donc voilà, c'est un baffle ici, c'est sans L, c'est un baffle qui va. Ouais. Ah. Bon, ça va marcher, je sais pas. Ça va pas. Tant pis. Alors, bon, heureusement que j'ai prévu. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du baffle de l'ampli? En fait, il va faire justement un mouvement alternatif. C'est à un premier temps, il va reculer, il va aspirer quelques molécules d'air vers lui, et après, il va leur donner une pression. Du coup, il va les comprimer, et cette compression, elle va se propager longitudinalement. C'est-à-dire que les molécules d'eau vont être excitées de proche en proche jusqu'à ce que cette énergie se dissipe et le son diminue. Alors, ce qui caractérise un son, c'est justement la pression acoustique. La pression, c'est justement l'amplitude. Donc, plus un son s'entend mieux, plus il a une grande amplitude. Et aussi, ce qui nous intéresse, c'est carrément la période, ce qu'on va appeler la fréquence. Et c'est ça ce qui va distinguer les sons aigus, les sons graves, les sons moyens. Et là, oui, voilà, par exemple, ici, là, en fait, c'est quoi la fréquence? Oui, il faut expliquer c'est quoi la fréquence, c'est la répétition d'un phénomène par seconde. Par exemple, si je dis que voilà, moi je marche à 2 pas par seconde, la fréquence, elle sera de 2 Hz. Ce sera la répétition du phénomène par seconde. Si quelqu'un fait 10 pas par 2 secondes, c'est pas la fréquence. Voilà. Donc ici, quand on arrive à une fréquence qui est très très petite, on arrive à des sons qui sont aigus. Par contre, plus la fréquence les grandes, enfin, plus le son sera grave. Wow. Alors j'espère que... Oui, donc là... Et question, l'oreille humaine, elle n'entend pas tous les sons? Ah, pardon. Ouais, faut pas sauter. Bon, ça marche pas. Tu mets des appels dans ton dossier peut-être. Essaye d'enlever le mode power et de cliquer sur la vidéo. Bon, bah, on verra après. C'était pas très... Donc voilà, ici, on voit justement ce que c'est un son pur. Parce que justement, la vidéo nous montrait ce que c'était un son pur, ce que c'était un bruit, ce que c'était un son qui n'était pas périodique. Là, un son pur, c'est qu'on aura la même amplitude constante et la même fréquence. Alors qu'un son musical, vous voyez que ce sera un son composé. Il y aura plusieurs ondes qui auront différentes amplitudes, mais il faut dire que ce qui caractérise un son musical, c'est qu'il y aura un lien entre la fréquence fondamentale et ce qu'on appelle les harmoniques. Chose qu'on ne trouve pas dans le bruit. Dans le bruit, il n'y a ni fréquence caractéristique, vous voyez, il n'y a pas de phénomène qui va se répéter, il n'y a même pas de lien entre les amplitudes. Un son musical, justement, ici, l'amplitude ici, elle est en lien avec l'amplitude là, par un chiffre, on verra ici, voilà. Donc ça, c'est une onde périodique. Justement, on voit la répétition du phénomène ici. Et la pression acoustique, elle est donnée en dB. Justement, ici, si je prends... Ça, c'est ce qu'on appelle la représentation spectrale, c'est-à-dire que je vais prendre un son, je vais l'enregistrer et je vais le représenter selon des fréquences. Et la fréquence fondamentale, par exemple, si elle nous donne une telle amplitude, ici, la deuxième fréquence, l'harmonique, elle sera 2 fois la première fréquence fondamentale. Alors qu'une onde non périodique, ce sera un chiffre décimal, donc 2,3, 3,2, 4,7. Alors qu'un bruit, on ne peut pas le représenter selon des barres, selon des fréquences données, là, ça sera une sorte de graphe. Donc rappelez-vous bien de cette représentation, c'est ce qui va être représenté dans la suite de la présentation. Donc un bruit, pour retenir, il ne peut pas être représenté par des fréquences données, mais c'est carrément quelque chose de continu entre les fréquences. Donc plus la fréquence va tendre vers l'aigu, plus ça sera continu. Alors que pour tout ce qui est onde périodique, on peut dispatcher le bruit selon des fréquences précises. À chaque fois, les fréquences ont un lien avec la fréquence fondamentale. D'accord? Alors justement, tu m'as parlé de l'oreille humaine. Justement, l'oreille humaine, en fait, l'oreille humaine s'est développée en même temps que la voix. Sur l'échelle, je ne sais pas combien ça a pris de milliards d'années, mais la voix, et comme la voix, elle est, même si on prend la voix de l'homme, elle est entre 100 et 150 Hz. La voix d'une femme, elle est plus aiguë. Enfin, pas toutes les femmes, mais bon. Voilà, Donc 200 à 300 Hz. Il y a aussi tous les bruits auxquels l'homme il a été confronté. Donc l'oreille, elle s'est adaptée. Donc on entend de 20 Hz à 20 000 Hz. Et, mais justement, ça c'est l'optimum. Je veux dire, c'est quelqu'un qui se porte bien, qui a peut-être 6 ans, 7 ans. Parce qu'on verra que plus on augmente dans l'âge, moins on entendra les fréquences. Et c'est pour ça que je vous ai présenté
Ah voilà, j'espère. Je sais pas pourquoi ça marche pas en fait. C'est justement pour tester le seuil d'audibilité de chacun des mots. C'est dans le slide. Et chaque, ça fait un chapelet, ouais, c'est bon. Ah ouais, ça marche pas. Ça me donne. Bon bah, on le fera après. Tu les as stockés dans ton dossier peut-être? Non, non, je les ai mis directement sur le... Donc je reviens ici. Donc on avait dit que voilà, l'oreille humaine entend de 20 Hz à 20 000 Hz, 20 kHz. Les dauphins, ça va jusqu'à je sais plus combien, mais c'est carrément les ultrasons. Les chauves-souris aussi. Les éléphants par contre c'est l'inverse, ils entendent les plus basses fréquences grâce à leurs oreilles. Ils entendent des fréquences qui sont beaucoup plus basses que 20 Hz. Alors, quand on veut représenter le son, justement, on va dire qu'on va le représenter selon des fréquences, mais on ne peut pas représenter toutes les fréquences. On ne va pas représenter de 20 à 20 000 Hz. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va représenter par des octaves. C'est quoi une octave? Une octave, c'est justement un regroupement de fréquences. Si je commence par exemple à la fréquence 100, ce sera toutes les fréquences de 100 jusqu'à ce que je double la fréquence fondamentale. C'est-à-dire si j'ai commencé par 100, la deuxième octave, ce sera à partir de 200. Et à chaque fois, on le symbolise par la valeur moyenne qui se trouve au centre. Donc 125 c'est de 100 à 200, 250 c'est de 100 à 400 et ainsi de suite. Alors justement pour quantifier un peu cette pression acoustique, parce que le bruit c'est justement une pression, donc quand je parle, une conversation normale, je suis entre 50 et 70 décibels. Un équipement de bureau, un téléphone cellulaire, il donne une pression à 80 décibels et ça peut monter jusqu'à 120 à 140 décibels. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on le verra ici, peut-être la diapositive suivante. Ce qu'il faut dire, c'est que l'oreille humaine, elle a cette particularité, c'est que pour les basses fréquences, là c'est les fréquences moyennes de peut-être de 150 à 5000, c'est les moyennes fréquences, mais pour les basses fréquences, l'oreille humaine, elle n'entend pas très bien. C'est-à-dire que pour qu'elle puisse entendre un bruit à une fréquence si je prends ici peut-être une fréquence à 30, il faut que le bruit soit au moins de 70 décibels. C'est-à-dire que même si j'émets un bruit à 50 décibels mais avec une fréquence de 30, le bruit existe, mais nous on va rien entendre. On va rien entendre, du coup, ce que les acousticiens ont fait, parce que si je prends un sonomètre, je vais prendre la valeur, il va me montrer qu'il y a justement effectivement un son, mais moi je l'entends pas, je dis mais ce sonomètre il marche pas. En fait il existe, du coup on va rentrer, on va mettre en place ce qu'on appelle des facteurs de pondération. Et c'est là où on verra le dBA. Dans toutes les normes acoustiques, on ne parle jamais de décibels, on parle des dBA. Et beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Moi je me rappelle sur un chantier, il y avait quelqu'un, quand on devait poser une cloison, il me dit allez, c'est une cloison, l'unité c'est des décibels acoustiques, c'est pas les décibels acoustiques, c'est le dBA, c'est un facteur de pondération. Ouais. Comme ça existe un facteur de pondération B, les dBB, les dBC, mais moi je les ai jamais vu. On n'utilise que les dBA. Et là, quelque chose de très très intéressant, c'est que quand on voit la définition du facteur de pondération A, il nous dit que la courbe A correspond au comportement de l'oreille soumise à des niveaux de sonore compris entre 0 et 55 décibels. D'accord. C'est-à-dire que si je dépasse les 55 décibels, j'ai plus le droit d'utiliser le dBA. Alors que dans toute la réglementation sonore, on n'utilise que des dBA. C'est-à-dire, on va dire un bruit à 120 dBA. D'un point de vue logique, ça ne veut rien dire. Si on est à 120 dBA, on doit utiliser les dBC. Et donc, en fait, c'est justement parce que plus le son augmente, plus l'oreille, elle écoute. Enfin, elle arrive à écouter n'importe que ce soit la fréquence. C'est pour ça que le dBC ou le dBB, le facteur de correction, il est minime. Enfin, le dBC, on ne va rien corriger.